Bonjour à tous et bienvenue pour ce début de cours sur Montaigne. C'est donc notre troisième unité d'enseignement. Elle va porter donc du coup sur les essais, pas sur la totalité évidemment des essais, loin s'en faut. Elle va porter cette étude sur deux courts chapitres des essais, à savoir des cannibales et des coches. Chacun de ces chapitres est édité à deux moments différents. Mais j'ai retenu l'édition de 1580 puisque on retient l'édition des trois livres ensemble pour présenter les essais. Vous en saurez un peu plus tard après pour les différents moments d'édition. Le parcours associé à l'étude de Montaigne, c'est Notre monde vient d'en trouver un autre. Pourquoi? Parce que Montaigne, vous l'avez vu, publie en 1580, c'est-à-dire quand nous sommes au XVIe siècle, soit à la Renaissance, et donc on vient de découvrir un nouveau monde, à savoir le continent américain. Donc dans Notre monde vient d'en trouver un autre, l'autre monde dont on parle ici a priori est le nouveau monde. Quoique, vous verrez que finalement notre monde vient d'en trouver d'autres, au pluriel, serait une façon de voir un petit peu différemment le parcours. En notion de langue, on va travailler sur à nouveau la phrase complexe parce que vous verrez qu'il y a quantité de phrases complexes chez Montaigne et voilà, la nouvelle notion en langue sera la phrase interrogative. Pour la préparation aux épreuves du bac, je vous demanderai à votre retour en présentiel quels sont vos besoins. Alors, soit lire les textes avec expressivité, soit organiser son entretien, soit passer à l'oral en exposé, ou toute autre chose qui vous viendrait à l'esprit. En travail personnel, évidemment, les écrits d'appropriation, les fiches mémos sur l'auteur, puisque je n'en ai pas fait pour Montaigne, ce sera à vous de le faire. Les citations phares à collecter sur l'œuvre. Et enfin, en évaluation prévue, vous avez bien sûr un bac blanc oral et un bac blanc à l'écrit. Voilà pour la présentation de cette unité d'enseignement. Donc, je vais ouvrir avec vous l'étude de Montaigne et des essais par une exploration de la période de Montaigne, c'est-à-dire le XVIe siècle, pour que vous compreniez un petit peu dans quelle époque il évolue, Montaigne. Et je vais utiliser différents supports, vous allez voir, des supports textuels, mais aussi une œuvre artistique. À deux moments, je vous demanderai de vous diriger vers des liens qui sont un lien pour le premier, il me semble, sur les guerres de religion, un lien du coup sur la Reine Margot, qui est un film qui porte sur les guerres de religion notamment, et puis un lien sur l'explication d'une œuvre d'art, celle des ambassadeurs, qui est très emblématique, vous verrez, du XVIe siècle. Donc, en plus de la capsule, vous devrez vous diriger vers d'autres liens vidéo. Donc, pour connaître un petit peu Montaigne, il faut comprendre le XVIe siècle et la Renaissance. Donc, il faut d'abord retenir à partir de quand commence la Renaissance. Il faut retenir que le XVIe siècle nous sort d'un très long Moyen-Âge qui a duré de la fin de l'Empire romain, c'est-à-dire en 476 après Jésus-Christ, à la découverte de l'Amérique. C'est-à-dire que ce nouveau monde dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est ce qui signe l'entrée dans la Renaissance. Donc c'est pour ça que c'est essentiel de retenir cette date. Donc, premier élément, évidemment, qu'est-ce qui signale la période de Montaigne? C'est évidemment la découverte du Nouveau Monde. À partir du XVe siècle, on va donc assister à ce qu'on appelle de grandes découvertes. Les Espagnols, les Portugais, les Français vont entreprendre du coup la conquête du Nouveau Monde. Autant en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud, et aussi dans les îles Caraïbes. La découverte de notre continent par les Européens va donc bouleverser leur vision du monde, évidemment, et mettre à mal ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, cette façon de penser le monde à partir de soi et de sa culture, à savoir donc ici la culture européenne et la vision judéo-chrétienne qu'on avait.
Donc ici, ça consistait du coup à croire que l'Europe et ses nations étaient les uniques détentrices de la vérité et de la raison jusqu'à présent. Or, quand on va rencontrer d'autres civilisations, et quand on va voir leur façon de vivre et d'envisager les choses, on va se dire qu'il y a quand même une petite différence entre notre civilisation et la leur. Et du coup, ça va faire un peu bouger les lignes de l'ethnocentrisme. Ensuite, au XVIe siècle, on a affaire à des découvertes scientifiques, notamment en astronomie grâce à Copernic, Galilée puis Kepler, qui vont, pour le premier, réfuter l'opinion d'un monde géocentrique et au contraire défendre ce qu'on appelle l'héliocentrisme, c'est-à-dire l'idée que nous sommes gouvernés non pas par la Terre, nous ne sommes pas le nombril du monde, mais que c'est autour du Soleil et que notre monde s'organise, que le cosmos s'organise. Giordano Bruno, qui meurt sur le bûcher, avance aujourd'hui l'idée aujourd'hui admise d'un univers infini sans centre ni circonférence. Ça, c'est aussi un autre élément. Vézal offre une autre découverte scientifique ou d'autres avancées scientifiques en anatomie, notamment en anatomie moderne, puisqu'il va étudier les proportions et le fonctionnement du corps humain, notamment grâce à l'observation du réel et de l'expérience. C'est quelque chose d'assez incroyable puisque ce qui dit expérience et observation du réel dit qu'on va observer le fonctionnement du corps humain et donc commencer les dissections qui n'étaient absolument pas monnaie commune à l'époque puisque le corps de l'homme était l'œuvre de Dieu et donc l'homme comme son corps était sacré. Par ces découvertes, on va remettre en cause la valeur scientifique de la Bible. Et du coup, on va considérer que l'homme a maille à partir avec la connaissance de l'univers. C'est-à-dire qu'on ne va plus uniquement regarder le monde au travers de la Bible, de manière religieuse, mais on va regarder le monde de manière scientifique et donc du coup au travers de l'homme, de l'œil humain. Autre élément, on a affaire à l'essor de l'imprimerie, c'est-à-dire qu'à la chute de l'Empire romain d'Orient en 1453, les savants vont ramener avec eux nombre de manuscrits grecs et latins qui sont conservés depuis l'Antiquité là-bas. Et au même moment, en 1450, va naître l'imprimerie. Et ça va être une coïncidence extraordinaire, puisque du coup, avec la naissance des éditeurs, on va traduire et du coup diffuser les manuscrits, puisqu'on va pouvoir les dupliquer pour une riche clientèle. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre d'enfin faire circuler le savoir. Il n'y aura plus qu'un seul, pas seulement un seul manuscrit, mais plusieurs en fait, plusieurs exemplaires d'un même manuscrit. Autre élément, mais je le redévelopperai au moment où je représenterai Montaigne précisément, du point de vue de la France, on va se constituer en tant que nation et notamment on va instituer la langue française comme étant notre langue, notamment grâce à l'édit de Villers-Cotterêts qui va être signé par François Ier en 1539. Et c'est ce qui va faire de la langue française notre langue officielle. Donc, par conséquent, la langue française va être utilisée dans toutes les administrations. François Ier va pousser les écrivains à écrire en français et à hisser notre langue aussi haut que l'italien par exemple. Pour lui, il en va de la gloire de la France et de l'édification de la France comme nation au travers de notre langue. Et quand on réfléchit, qu'est-ce qui fait l'unité d'une nation notamment? C'est sa langue. Autre élément important à connaître avant d'étudier Montaigne, c'est connaître le mouvement duquel il est issu, c'est-à-dire le mouvement humaniste. On parle de mouvement, mais on parle aussi de courant intellectuel et scientifique quand on parle d'humanisme. Il est associé au réveil des langues et de la littérature antique, parce que le monde, l'Europe va, je l'ai dit tout à l'heure, se réapproprier des manuscrits qui nous viennent de l'Orient et qu'on va pouvoir éditer. Mais la Renaissance, il faut le savoir, prend son essor particulièrement en Italie avant nous. Hein. Les Italiens commencent leur Renaissance avant nous, avant la nôtre.
avec la Renaissance va naître une communauté de pensée, c'est-à-dire que les savants vont chercher à lier les uns aux autres et on va avoir affaire à une communauté intellectuelle européenne. Par exemple, les Français vont converser avec Thomas More, mais aussi avec Erasme. Donc, le, l'humanisme est un mouvement européen. Voilà. Ils communiquent pour la plupart en latin. Ça constitue du coup leur langue de communication. Donc qu'est-ce que c'est que l'humanisme? L'humanisme vient du latin humanitas. C'est un mot qui apparaît au cours du 19e siècle pour qualifier véritablement ce qui s'est passé à la Renaissance. Au départ, ce terme veut dire nature humaine. Et en fait, le mouvement humaniste va être un mouvement qui va être fondé, qui va reposer sur l'être humain et sa foi en lui. C'est ce que vous expliquais tout à l'heure. La religion, la Bible ne vont pas être les seuls vecteurs de la connaissance, mais au contraire, l'être humain, via la science, va être lui-même vecteur de la science. Donc du coup, dans l'humanisme, on croit profondément en la raison, on croit dans le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de chacun à faire une décision et à du coup à agir en conséquence. Et puis l'humanisme est rattaché à la lecture des auteurs antiques. D'ailleurs, on dit faire ses humanités, hein, c'est quand on a connaissance des grandes de la grande littérature latine et grecque. Les principes de l'humanisme sont les suivants, au-delà de ce que je viens de vous dire. D'abord, l'homme a toute sa dignité. En se tournant vers les auteurs antiques, les humanistes vont trouver des lettres qui rendent humains, c'est-à-dire les textes antiques, et du coup ils vont découvrir à travers les textes antiques la proposition d'un modèle de perfection humaine. C'est-à-dire qu'ils vont voir en quoi on pourrait trouver le meilleur homme possible, donc un homme intellectuellement meilleur, un homme intellectuellement plus moral, un homme religieux, un homme esthète et même un homme idéal physiquement. Au centre de cette perfection humaine se trouve la raison, qui est la faculté majeure de l'homme, sachant que la raison conduit forcément aussi vers la morale, et la morale est orientée vers le bonheur. Dans l'attitude humaniste, donc, on peut lire, on peut remarquer cette quête perpétuelle de connaissance et de sagesse. Et donc cet homme humaniste qu'on vient de présenter, normalement est incarné par les auteurs comme Montaigne, qui tâchent d'être à l'image de cette perfection humaine qu'ils ont lue dans les textes antiques. Ensuite, dans les principes du mouvement humanisme, on relie les textes fondateurs. Avec le retour des manuscrits antiques, les humanistes vont se lancer vers une lecture des auteurs antiques. Par contre, ils vont y apposer une lecture chrétienne, puisque les auteurs antiques étaient des auteurs principalement païens. Et donc, ils vont, en traduisant et en expliquant les textes qui nous viennent de l'Antiquité, poser une patte, vous le verrez chez Montaigne, dès la première lecture linéaire, une patte judéo-chrétienne. Mais aussi d'une autre manière, les auteurs humanistes vont faire une relecture de la Bible, qu'on appelle la Vulgate, grâce à son origine, en revenant au manuscrit d'origine qui est écrit en grec. Donc la Bible va être retraduite et vidée de toutes ses gloses. Ce qui va imposer quelques remue-ménages chez les chrétiens. L'écrivain humaniste, donc, est capable de traduire, donc il maîtrise très bien la langue latine et la langue grecque, il la note, il met en évidence des passages clés, il va les compiler, les analyser, et puis évidemment, on va éditer tout ça. Autre élément qui est à retenir sur l'humaniste, c'est que les humanistes attachent beaucoup d'importance à l'éducation. L'éducation autant du corps que de l'esprit. Pour les humanistes, l'éducation de l'homme devient quelque chose de primordial et de tous les hommes. Donc, particulièrement, évidemment, ils vont s'intéresser à l'éducation des grands de ce monde, notamment les rois, qui ont beaucoup de responsabilités entre leurs mains. C'est pourquoi ils estiment qu'il est très important que les rois aient une éducation digne des humanistes pour prendre les meilleures décisions.
Les humanistes suggèrent des principes d'éducation qui reposeraient sur l'expérience, c'est-à-dire qu'il faut voir, tester pour apprendre, et sur la réflexion personnelle. Erasme, un auteur qui a réfléchi évidemment à l'éducation, dit la chose suivante, il dit que les hommes sont formés par l'éducation et non par la naissance. Donc il va convenir de porter un grand intérêt à l'éducation des grands de ce monde, d'où les nombreux traités d'éducation à l'usage des princes qui ont été faits à cette époque. En ce qui concerne l'humanisme et la politique, vous devez savoir que les humanistes sont des personnes qui sont cosmopolites. Ils sont conscients d'être citoyens d'un monde et non pas d'une seule patrie, puisqu'en plus on découvre un nouveau monde. Donc ils sont citoyens européens et au-delà de tout ça, ils sont citoyens du monde. De ce fait, se considérant comme étant des citoyens du monde, globalement, la pensée humanisme est une pensée pacifiste et les humanistes défendent la justice et la tolérance. Ce sont des traits communs assez évidents chez les humanistes et dans leurs écrits. Vous verrez que chez Montaigne, c'est le cas. Ils sont évidemment contre le despotisme. Ils ne sont pas contre la monarchie, mais ils prônent une monarchie tempérée, fondée sur le bon sens, la mesure et la bonne volonté des gouvernants. Vous verrez que je vous propose ici de faire un premier écrit d'appropriation qui permet de faire ce que je vous ai fait jusque-là. Je vous demande de faire une carte panoramique où vous trouverez une frise chronologique du XVIe siècle où vous verrez le mouvement humaniste, les grands noms que j'ai cités et que je vais citer après dans le cours, et les grandes dates que je mets ici. J'aimerais aussi que vous mettiez les penseurs et auteurs ayant marqué les siècles. Vous verrez ça dans la suite du cours. Bon, maintenant, on va s'intéresser plus précisément à Montaigne, l'homme de lettres et l'homme politique. Donc, en tant qu'homme politique, vous devez savoir que Montaigne vit dans une France qui cherche à gagner en grandeur et en influence. C'est pourquoi on va remarquer qu'elle souhaite devenir une nation à part entière, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne serait-ce que par l'envie d'officialiser sa langue, notamment grâce à l'édit de Villers-Cotterêts en 1539 sous François Ier. François Ier étant un roi très sensible au rayonnement de la France par les arts et par les sciences. Mais pas que, vous allez voir. À ce titre, c'est un petit ajout supplémentaire, histoire de vous créer quelques représentations et faire des liens. Vous avez dû apprendre en 5e que à la Renaissance, ce même François Ier était très proche, du moins à la fin de sa vie, de Léonard de Vinci, sachant que le château d'Amboise, le château dans lequel notamment vivait François Ier, était tout près du Clos Lucé, où Léonard de Vinci a coulé ses derniers jours. On connaît aussi la forte importance des poètes de la Pléiade qui vont tenter d'égaler les Italiens, et notamment les poètes de la Pléiade, donc Ronsard par exemple, ou du Bellay, vont s'approprier le sonnet italien, le sonnet pétrarchiste, avec le français. Tout ça pour montrer qu'ils sont à la hauteur des langues antiques et aussi à la hauteur de l'italien. Mais aussi, le rayonnement de la France n'est pas exclusivement lié à sa culture et à sa langue. Elle est aussi éprise de conquête, c'est-à-dire que l'hégémonie de la France se voit aussi dans sa prise de territoire. Et dans tout le début du XVIe siècle, même un petit peu avant, on va assister aux guerres d'Italie qui vont prendre la moitié du siècle, vous voyez, de 1494 à 1559. La France va revendiquer le royaume de Naples et le duché de Milan. Cela formera 11 guerres en tout et elles vont s'arrêter 3 ans avant le début des 8 guerres de religion, les guerres de religion étant des guerres civiles en France. Donc vous voyez que le XVIe siècle est un siècle très mouvementé du point de vue des guerres. Et on peut imaginer que les hommes sont très sollicités et éprouvés par cette ambiance à la fois de conquête et à la fois de guerre civile. Autre élément, donc du coup, la France connaît au milieu du siècle les guerres de religion qui vont naître d'un schisme, c'est-à-dire d'une rupture, d'une explosion dans la religion chrétienne. En fait, c'est l'explosion qui va créer le catholicisme et le protestantisme.
On le doit à Calvin et à Luther, ce schisme. Ils vont remettre en cause notamment les habitudes de l'Église et ils vont chercher aussi à les corriger, ces habitudes-là, parce que en fait l'Église catholique et donc le pape, le Vatican, mais aussi toutes les églises catholiques françaises se permettent notamment se permettent de demander beaucoup d'argent en faisant croire à un salut après la mort, notamment aux hommes. Et on se rend bien compte qu'ils vivent un peu rubis sur l'ongle. C'est là-dessus que Calvin et Luther vont revenir et ils vont plaider pour une religion et surtout une église un peu moins comment dire, ostentatoire surtout un peu et du coup une église qui serait un peu plus pauvre, qui ferait acte de plus de charité et plus d'austérité aussi. C'est ce qu'on appelle la réforme. Elle va donner donc lieu, cette réforme, au protestantisme qui va s'opposer au catholicisme comme j'ai expliqué tout à l'heure. La France va du coup être du côté du pape et du côté du catholicisme évidemment. L'Église en France va s'opposer de plus en plus clairement aux protestants et on va entrer dans une période d'intolérance religieuse, c'est-à-dire qu'on ne va pas supporter le culte des protestants. Ça va donc donner lieu aux guerres de religion. Ce sont donc des guerres civiles entre catholiques et huguenots qui vont finir souvent dans des bains de sang. Il faut savoir que ces guerres de religion vont revêtir aussi un aspect politique. Il n'y a pas que un fondement religieux dans les guerres de religion en France. Une date que vous pouvez retenir, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy qui va être terrible en 1572, qui va avoir lieu notamment à Paris. On va décimer des protestants d'un coup. Michel Eyquem de Montaigne, dans cette France, va occuper très jeune des fonctions de magistrature au Parlement de Bordeaux. Et à ce moment-là de sa vie, quand il est très jeune, il va rencontrer la Boétie et tous deux vont se poser la question de l'utilité et de la perfection des lois. Il va devenir très ami avec la Boétie. Malgré une retraite en 1568 de la vie publique, Charles IX et Henri II vont inviter régulièrement Montaigne à la cour parce qu'ils vont se servir de Montaigne comme un conseiller, notamment dans le cadre des guerres de religion qui ne s'apaisent pas du tout et qui vont être alimentés par une famille catholique, mais aussi contre le pouvoir, qui cherche à le déstabiliser, qui sont la famille de Guise. D'ailleurs, Madame de Lafayette en parle, cette famille-là, notamment dans La Princesse de Montpensier. Ils vont ourdir la Saint-Barthélemy, la famille de Guise. Vous pouvez, si vous voulez, pour vous donner une idée des guerres de religion et de leur horreur, aller voir un extrait de la Reine Margot, ici, en suivant le lien que je vous ai indiqué. Pour poursuivre sur Montaigne, vous devez savoir qu'il a atteint de la maladie de Gravel, qui est un problème de calcul rénaux. Et que malgré cette maladie, il va être rappelé auprès d'Henri III pour devenir maire de Bordeaux. Bordeaux étant en proie de vives tensions dans les guerres de religion. Il va y réaliser du coup 2 mandats à Bordeaux. Il va réussir à apaiser les tensions évidemment en conciliant à la fois les conseils d'Henri III et ceux d'Henri Navarre, puisque il va réussir à intercéder auprès d'Henri IV pour, donc futur roi de France, pour que la tolérance religieuse soit là. Mais au-delà de ça, il va intercéder auprès d'Henri III pour que les guerres de religion s'arrêtent. Montaigne va largement influencer l'acte politique de l'édit de Nantes, qui met fin à l'intolérance religieuse. Mais il ne verra pas en fait la signature de l'édit de Nantes puisque Montaigne va mourir en 1592. Autre élément notable qui fera que Montaigne va influencer les hommes de pouvoir pour la tolérance religieuse, c'est que Montaigne va vivre avec horreur la peste qui va se déclarer à Bordeaux. Du coup, il va fuir son château, son domaine, qui va être pillé par les par les partisans de la Ligue, c'est-à-dire les partisans des deux Guises, donc catholiques. Et ces catholiques vont même l'enfermer à son passage, quand il va fuir
son domaine de Bordeaux, quand son passage à Paris, ils vont l'enfermer à la Bastille, pour une journée seulement, car Catherine de Médicis va intervenir pour le faire libérer. On peut imaginer que ce souvenir de ce qu'ont fait les catholiques sur Montaigne vont le marquer au fer rouge, et du coup c'est ce qui va faire aussi une de ses motivations pour participer à la fin des guerres de religion, au moins à la tolérance religieuse. Vous devez aussi savoir que Montaigne est un homme de noblesse. Il va être le premier descendant de sa lignée à recevoir par acquisition, c'est-à-dire qu'on va lui donner le titre nobiliaire de Montaigne. Il va donc du coup aussi recevoir un domaine, et donc il va porter le nom de son domaine, qui se situe entre le Périgord et le Bordelais, en plein dans les vignes. Il faut savoir que initialement la famille de Montaigne est commerçant en vin, en poisson et aussi en indigo. L'indigo, c'est ce qui permet de faire du bleu, et c'est peut-être assez rare de pouvoir le faire du bleu en peinture notamment. Son père, Pierre Écaim, a une grande admiration pour la culture antique, et donc du coup il va pousser son fils à découvrir la culture antique, notamment lors d'une de ses campagnes en Italie, et il va permettre à son fils, dès ses 6 ans, d'être d'être bilingue en français et en latin. Il va aussi bien parler Montaigne en latin qu'en français, parce qu'il va être bercé dans les humanités. À 6 ans, du coup, Montaigne va rentrer au collège de Guyenne à Bordeaux. Et quelques années plus tard, il va réaliser des études de droit qui vont lui ouvrir à la carrière politique et publique dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va rentrer au Parlement, avec son ami La Boétie. Et puis, il va aussi devenir maire. Mais il ne va pas courir après sa carrière. À la mort de son père en 1568, il va récupérer sa fortune et le domaine familial, et il va très vite s'y retirer pour écrire les essais. Au sujet des essais, vous devez retenir qu'il y a plusieurs éditions, 3 au total, une en 1580, une en 1588 et une en 1595. Donc du coup, j'ai fait une erreur dans ma présentation de séquence. Vous auriez dû mettre pour le 3e livre 1588. Montaigne démarre l'écriture des essais en 1571 en réalité. Il écrit les premiers et 2e livres, et en 1580, il va pouvoir le faire éditer. En 1586, son château va être pillé, il va fuir la peste. Pendant 7 mois, il va écrire les essais. Et du coup, ce sera qu'en 1588 qu'il va pouvoir amener son 3e livre chez l'éditeur. De 1588 à 92, c'est-à-dire jusqu'à sa mort, il va annoter son œuvre. Et ce sont des amis, Pierre Braque et Marie Gournay, qui vont éditer les essais à titre posthume. Je vous ai fait un récapitulatif ici des diverses éditions. Vous devez savoir que Montaigne a d'autres contemporains, des auteurs qu'il apprécie particulièrement, comme La Boétie, qui écrit notamment au sujet du pouvoir et de la liberté. Ça s'entend dans le titre de son œuvre principale, Discours de la servitude volontaire. Vous devez aussi connaître Erasme, qui écrit L'éloge de la folie. C'est une argumentation indirecte dans laquelle il donne la parole à la folie. Et du coup, il réfléchit à l'importance de la connaissance et à la croyance. Vous devez aussi retenir, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Calvin et Luther, qui écrivent des textes sur la théologie. Ce sont des argumentations directes qui évoquent la religion et notamment la réforme. Vous devez aussi connaître Jean de Léry. Vous verrez, je vous en parlerai. Il écrit des récits de voyage, donc des argumentations indirectes. Il évoque le voyage, l'autre, la tolérance et notamment le Nouveau Monde. Vous devez connaître Rabelais, qui écrit des argumentations indirectes dans lesquelles il est question d'une espèce d'utopie en somme, de géant, et les thèmes principaux sont l'éducation, l'humanisme et la religion. Rabelais pose les principes de l'humanisme. Vous devez connaître Machiavel, qui écrit Le Prince, et il pose la question dans le cadre d'une argumentation directe, le thème du pouvoir. Thomas More écrit L'Utopie, c'est une argumentation indirecte, et il pose la question du pouvoir et notamment de la démocratie. On peut voir les premières grandes lignes de la démocratie. Vous pouvez connaître Pierre de Ronsard, puisqu'on en a déjà parlé, et Joachim du Bellay. Joachim du Bellay étant un des auteurs de la Pléiade, et il a écrit Défense et illustration de la langue française. Une femme, j'en ai quand même mis une, Marguerite de Navarre, qui est une rare femme de lettres, qui écrit des laits, des nouvelles, dont je vous parlerai plus tard si j'ai un petit peu le temps. Je vous invite, pour faire le point sur l'humanisme,
à regarder courte explication pardon, des ambassadeurs. D'ailleurs, je vous ai mis sur la page suivante le tableau qui incarne parfaitement l'esprit de la Renaissance et de l'humanisme. Euh, En guise d'écrit d'appropriation, la suite, je vous demande du coup sur votre carte panoramique de présenter Montaigne et de l'inscrire du coup dans votre chronologie avec une couleur bien distincte en marquant les grands événements de sa vie et notamment les 3 temps d'édition des essais. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour le cours en visio.